Bonjour, donc on va aujourd'hui voir le dernier cours de la série sur les ressources minérales, sur les matières premières minérales, donc dans le cadre de la chaire annuelle développement durable du Collège de France. Et aujourd'hui, donc comme vous voyez sur le titre, c'est la partie criticité, la partie métaux critiques dont on va parler en essayant de voir justement le point de vue plus du scientifique sur un problème qui va être, comme vous allez voir, ça implique vraiment des grandes questions de société, et donc c'est un point qui peut être abordé de façon extrêmement variée. Donc le premier point, c'est d'abord la réflexion sur l'évolution dont nos sociétés font preuve dans l'utilisation de leur environnement, dans leur utilisation de leurs ressources. Et ce transparent montre bien l'évolution de notre environnement, justement notre environnement technologique, de notre environnement quotidien, depuis 300 ans. Donc effectivement, il y a 300 ans, on se servait de très peu de matières premières. Vous voyez, les éléments chimiques sont représentés ici, donc même si vous n'avez pas fait de chimie, vous connaissez peut-être le carbone, ça c'est le calcium, c'est le fer. Et après, vous voyez que la situation va se compliquer. On va avoir de plus en plus d'éléments chimiques au fur et à mesure qu'on va arriver à la machine à vapeur, puis à la voiture, et puis aux technologies de la communication, de l'information. Et la situation se complique de plus en plus. Donc la façon dont on va utiliser les ressources que l'on va trouver sur Terre ont énormément varié au cours de ces 3 derniers siècles. Et maintenant, on se trouve avec des éléments chimiques dont on ignorait presque l'existence il y a 20 ou 30 ans et qui sont pourtant maintenant présents dans la vie de tous les jours au travers de tous les instruments que l'on a. Donc c'est par exemple les téléphones portables, ça peut être les transports aériens ou ferroviaires. Dans pratiquement tout notre environnement, on va se servir, sans le savoir évidemment, on va se servir de ces éléments chimiques parfois exotiques. Et ce sera la notion sur laquelle je terminerai, c'est cette notion justement d'arrière-boutique. On est effectivement dans la partie sombre de la société, c'est-à-dire sur des minerais, sur des minéraux industriels qui sont utilisés pour faire des objets qui ont perdu évidemment la mémoire dont venaient ces éléments chimiques, la mémoire des minéraux et des environnements dont venaient ces éléments chimiques. Alors, les questions qui se posent effectivement, eh bien, c'est d'abord et avant tout, est-ce qu'on va pouvoir continuer à exploiter ces richesses au même rythme? On va voir que le rythme est en train de décoller, on utilise de plus en plus de ressources au sens large, ça va être les ressources en énergie, par exemple en hydrocarbures ou en charbon, ce sont les ressources alimentaires, ce sont comme ici les ressources minérales, donc toutes les ressources, la société humaine au sens large va les utiliser de plus en plus pour 2 raisons, les raisons démographiques et d'autre part l'augmentation moyenne du niveau de vie, donc qui font qu'on va avoir ces 2 paramètres qui vont jouer ensemble. À partir du moment où on essaye, et vous entendez beaucoup les débats, et vous les entendrez toute cette année avec la COP 21 qui se passe à la fin de l'année à Paris, donc sur la limitation ou sur la façon dont on pourrait limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de CO2. Si on vise donc à aller vers une société décarbonée, eh bien on va évidemment utiliser de plus en plus des dispositifs comme les éoliennes, comme les cellules photovoltaïques, etc., qui sont des dispositifs qui vont générer de l'électricité et qui vont utiliser justement énormément de ces métaux en petite quantité que l'on apprend progressivement à apprivoiser et qui sont donc ces métaux critiques dont on va parler un tout petit peu de façon très modeste. Je prendrai juste 3 exemples. Le second challenge, c'est les impacts que l'on va avoir au travers de l'exploitation de ces éléments chimiques, les impacts environnementaux, on en avait déjà parlé notamment au travers des métaux de base, et les impacts socio-économiques, parce qu'effectivement, ça va avoir des impacts majeurs en termes d'emploi. Et enfin, les changements de niveau de vie et les changements de style de vie. Donc, on va développer le recyclage, développer le réusage, c'est-à-dire que sans démonter, on va pouvoir réutiliser certains dispositifs, chercher des matériaux de substitution lorsque l'élément critique n'est pratiquement plus disponible pendant un certain temps ou de façon définitive. Et donc, on est effectivement dans le débat sur les changements probablement inéluctables des modes de vie que l'on a connus dans le passé étant il y a à peine 15 ans ou 20 ans.
Alors oui, ces transparents ne sont pas très nets, mais bon, c'est pas très grave, on va les commenter rapidement. Juste les deux premières phrases là-haut, c'était pour dire, j'utiliserai essentiellement le terme de métal critique. Donc ce métal critique, c'est un minéral critique, mais la plupart du temps, ce seront des métaux critiques. Ce sont des éléments pour lesquels on a vraiment un besoin vital pour le développement économique d'un pays. Et on se fait du souci pour l'approvisionnement de ce métal. On verra l'exemple justement avec l'exemple qui est maintenant classique des terres rares. Donc la rupture d'approvisionnement peut effectivement amener des dysfonctionnements majeurs en termes économiques. Donc c'est ça la partie critique. Et ça rejoint un petit peu, donc les choses ne sont pas très séparées quand même, la notion de ressources stratégiques. Qui sont donc effectivement des ressources qui sont très importantes. On voit la qualification défense, parce qu'effectivement les militaires, pour la protection de leurs pays respectifs, vont être toujours prioritaires dans l'approvisionnement de toutes les matières premières, quelles qu'elles soient. Et le fait que l'on n'ait pas de produits de remplacement, que l'on n'ait pas de substitution possible, avec en plus des producteurs, des fournisseurs qui peuvent être, comme on dit dans un langage diplomatique, potentiellement non amicaux, ça peut amener des dysfonctionnements majeurs. Et effectivement, c'est un des troubles dans lesquels on vit actuellement. C'est-à-dire qu'il y a les guerres et les conflits dont vous entendez parler quotidiennement, et puis il y a des guerres et des conflits dont vous entendez moins parler, mais qui sont extrêmement importants, qui sont puissants, et qui sont les guerres économiques entre pays, entre sociétés de différents continents. Et ça, évidemment, nous, on le suit un petit peu. On n'est pas totalement impliqué, évidemment, mais on regarde effectivement cette évolution très importante des rapports de force dans le monde au travers de ces évolutions de matières premières. Alors, juste une comparaison. Alors, effectivement, ces transparents sont pas ces deux figures ne sont pas très nettes, mais ce sont les principaux fournisseurs, d'une part de 54 matières premières, matières brutes, et d'autre part des 20 éléments critiques qui se trouvent dans ces 54. Et ce que vous voyez, c'est qu'on va retrouver, alors on ne va pas regarder ça dans le détail, on va au Brésil, se retrouve le Brésil, le Canada se retrouve ici, et on a un participant qui est la Chine, qui est tout à fait présente en moyenne pour l'ensemble de ces 54 matières premières, mais sur les métaux critiques, sur les minéraux critiques, sur les deux, eh bien, la Chine va avoir une importance beaucoup plus grande. Et ça, effectivement, ça sera un des points que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est ce partage extrêmement hétérogène de la ressource entre les pays, de la ressource en matière stratégique, en matière critique. Alors, les métaux stratégiques, l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, les grandes puissances ont essayé de les définir, ont essayé de les classer en fonction notamment de deux paramètres, hein, évidemment, l'importance économique, ça c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, et le risque d'approvisionnement, c'est-à-dire que lorsque vous avez un élément qui est à la fois très important en termes économiques, mais avec un grand risque, eh bien, ce sera justement lui qui sera l'élément stratégique, alors qu'au contraire, certains éléments chimiques, oui, alors je suis désolé, c'est vrai que ça se projette vraiment très mal, certains éléments chimiques dont on ne parlera pas, notamment par exemple les métaux de base, par exemple le fer ou l'aluminium, sont à la fois, donc ils sont effectivement importants en termes économiques, mais on n'a aucun souci en termes d'approvisionnement, on va les trouver dans des environnements extrêmement variés. Et donc, le point important sur cette figure, qui est au demeurant très complexe, parce qu'il faut avoir Mendeleïev un peu dans la tête, donc c'est vraiment pas simple, c'est que l'on ne va pas retrouver exactement les mêmes éléments chimiques selon les pays. Donc ça, ce sont les États-Unis, ça c'est l'Union européenne, je ne vais pas le regarder dans le détail, ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce n'est pas une liste dans l'absolu. Ces valeurs que l'on voit ici, 1, 2, 3, 4, ces valeurs de risque, donc ces valeurs d'impact économique, évidemment, ce sont des valeurs qui ne sont pas se ne mesurent pas en termes, ce ne sont pas des paramètres scientifiques en sens strict, de sciences dures en tout cas, donc ce sont des valeurs qu'il faut effectivement un petit peu relativiser, et ce qui est important, donc, ce ne sont pas les mêmes entre les deux, et ce que j'ai voulu mettre un troisième pays, donc là c'est un pays tout court, c'est l'Australie. L'Australie qui est un des
partenaires majeurs, des fournisseurs majeurs de matières premières au niveau mondial. Et l'Australie, là encore, une autre liste de métaux critiques. Quels sont les éléments qui sont critiques pour eux? Eh bien, ce ne sont pas les mêmes que pour l'Union européenne. Donc ça relativise effectivement selon chaque pays, selon sa stratégie de développement économique, selon les industries qu'il souhaite développer. Évidemment, il aura ses propres critères donc, de criticité, donc de cette définition donc d'importance de la ressource en termes politiques. Alors, en plus, il faut distinguer le court terme et le moyen terme, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont on aura besoin dans 10 ans et dans 20 ans. On n'abordera pas trop, on n'a pas trop le temps, puis ce n'est pas trop peut-être le but d'un cours essentiellement basé sur des sciences dures. C'est vrai qu'on va toucher le problème du futur, le problème de l'évolution des sociétés. Et donc, le moyen terme, qu'est-ce qui se passera dans 50 ans? Qu'est-ce qu'on laissera donc aux générations futures comme type de ressources à exploiter? Ce sont des réflexions dont on ne peut pas s'empêcher, que l'on ne peut pas s'empêcher d'avoir, en tout cas lorsqu'on est sur ces notions de métaux critiques qui sont des métaux de petite quantité. Donc, on sent bien la fragilité de la ressource, et donc dans des environnements qui sont parfois extrêmement instables. Alors, on va trouver des éléments qui soient, donc ici on est sur le court terme, sur les prochaines années, donc on verra justement tout à l'heure, enfin j'en avais un petit peu parlé à la leçon inaugurale, mais on reparlera effectivement du problème posé par les terres rares, donc on retrouve, alors ces noms un petit peu exotiques selon justement les éléments des terres rares, et on va séparer ce qui est court terme de ce qui est moyen terme, et après on pourrait aller encore plus loin, mais évidemment plus on va se projeter loin et plus ce sera spéculatif. Donc on retrouve un certain nombre d'éléments chimiques. On retrouve par exemple, donc ici c'est sur une réflexion américaine, donc on va par exemple avoir le lithium. Le lithium, on va en reparler tout à l'heure justement. Le lithium est un élément chimique qui n'est pas considéré comme stratégique et comme critique au niveau de l'Union européenne, mais au niveau américain, effectivement, ça l'a été, et c'est un petit peu aux limites. Le lithium, on verra tout à l'heure que c'est un élément majeur pour les batteries légères, et donc notamment pour les véhicules électriques. Donc justement, on va voir, et Nick Arndt développera justement ce point aussi, c'est en quoi ces éléments critiques, en quoi ces métaux qui semblent être des métaux de niche très rares, en quoi ces métaux sont justement peut-être la limitation du souhait, par exemple, de passer à une circulation totalement décarbonée avec uniquement des véhicules électriques. Donc effectivement, pour ça, il faudra avoir des batteries, et donc des batteries légères et efficaces, et ce sont les batteries au lithium. Donc on voit justement ces éléments critiques, alors que ces éléments critiques qui peuvent effectivement l'être un certain temps, le temps que les circuits d'approvisionnement et surtout que les structures minières se développent, puisque, comme je l'avais déjà dit, développer une mine, ça va nous prendre une dizaine d'années, c'est l'ordre de grandeur, ça peut être plus encore, le temps que la mine soit réellement économiquement significative. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que les éléments les plus rares sur Terre ne sont pas forcément les plus difficiles à trouver en termes de gisement. Alors, ce tableau, attention, c'est une échelle logarithmique, donc chaque fois qu'on passe un trait, on multiplie par 10, donc c'est absolument considérable, le saut d'une graduation. C'est la concentration géochimique des éléments, la concentration chimique des éléments dans la croûte. Et donc, on va avoir une variation évidemment continue. Donc, ça, c'est le numéro atomique. Donc, on classe tous les éléments chimiques. On va voir que certains éléments chimiques, comme par exemple l'or ou le platine, ce sont des éléments chimiques dont on a parlé, des minerais dont on a parlé, il n'est pas surprenant de voir de l'or natif ou du platine natif. Et pourtant, ce sont des éléments chimiques qui sont à des niveaux de concentration en moyenne extrêmement faibles. Contrairement à d'autres éléments chimiques, comme justement par exemple les terres rares ou le lithium, pour lesquels les ressources sont moins faciles à identifier, les ressources importantes sont moins faciles à identifier, et ça c'est lié au fait que les processus géochimiques qui naturellement déjà préconcentrent les éléments et ensuite vont permettre la formation de ces gisements, par exemple le degré d'oxydation, donc il peut y avoir 2 degrés d'oxydation, un qui est soluble et l'autre qui ne l'est pas, mais c'est épatant.
Donc si ce n'est pas soluble, on va précipiter. Si c'est soluble, on transporte jusqu'au moment où on va pouvoir éventuellement réduire et donc précipiter à nouveau, et donc former ainsi un gisement. Donc si on ne sait pas faire ça, avec des éléments chimiques, par exemple, comme les terres rares ou en dehors de l'europium, ne vont pas changer de degré d'oxydation. Si on a des éléments chimiques comme le lithium ou le phosphore qui vont se trouver essentiellement dissous lorsqu'on est par exemple en solution aqueuse et auront du mal effectivement à se concentrer, on voit qu'on va avoir des difficultés à trouver des gisements de ces métaux qui pourtant ne sont pas si rares que ça. Donc il faut vraiment réaliser que ce n'est pas parce qu'un élément ne donne pas de gisement de classe mondiale que cet élément est rare sur Terre. Ce n'est absolument pas le cas. C'est justement une des très belles illustrations de la puissance des processus géochimiques qui vont affecter les concentrations des éléments lorsque le fonctionnement de la Terre donc, le guide. C'est-à-dire ça peut être par exemple lors du magmatisme, lors de l'altération, lors de la sédimentation. Alors, les métaux critiques, une caractéristique, c'est que très souvent, on ne va pas les exploiter. Ce n'est pas vrai pour tous, évidemment, mais très souvent, on ne va pas les exploiter pour eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas faire une mine d'indium ou une mine de gallium. On va très souvent les récupérer en sous-produits. Donc, en sous-produits, c'est ce que montre ce tableau. Lorsque, par exemple, on va exploiter une mine de zinc, donc des sulfures de zinc, on va avoir associé du germanium, du gallium, qui vont effectivement se trouver substitués, donc notamment le gallium dans la blin, donc dans le sulfure de zinc, de même que la galène, donc le sulfure de plomb PBS, va avoir comme impureté donc du germanium ou de l'indium. Évidemment, c'était des sous-produits qui étaient modestement intéressants lorsqu'il n'y avait pas d'application. Maintenant que, par exemple, l'indium est un constituant majeur de tous les écrans donc à cristaux liquides, on va évidemment avoir des prix qui sont tout à fait attractifs et l'industriel va rechercher à récupérer ce sous-produit. Donc ça, en termes de durabilité, c'est très intéressant parce qu'on va donc essorer, entre guillemets, davantage la ressource, au lieu de dire, écoutez, c'est un minerai de plomb, c'est un minerai de nickel, et puis c'est tout. Eh bien non, on va chercher justement ces éléments chimiques qui sont en concentration plus faible et qui vont être récupérés parce qu'ils sont économiquement intéressants. Donc ça, c'est une des difficultés que l'on a lorsqu'on regarde, et bon, c'est ceux d'entre vous qui sont intéressés le font probablement de temps en temps, lorsque l'on va sur Internet et qu'on cherche justement ces notions de métaux critiques, ces notions est-ce qu'on aura encore du cuivre l'an prochain, est-ce qu'il y aura du zinc dans quelques années, donc les questions effectivement de fond qui se posent sur l'ensemble de ces ressources naturelles, est-ce que l'on continuera à en bénéficier dans le futur? Une des difficultés vient justement du fait que l'industrie minière va s'adapter. Lorsqu'un élément chimique n'est pas très cher, on ne va pas chercher des processus pour sortir cet élément chimique. Ce n'est pas économiquement rentable. Lorsqu'il devient économiquement intéressant, on va essayer de réfléchir et de trouver, et très souvent on les trouve, des processus pour récupérer ces éléments chimiques. Donc il y a cet effet d'auto-adaptation de l'industrie minière, en fait, au sens large, hein, c'est-à-dire ça peut être au niveau de la prospection, ça peut être au niveau du traitement de minerais, pour justement exploiter au mieux la ressource, mais au mieux en termes économiques aussi bien qu'en termes chimiques et en termes environnementaux. Donc c'est sur tous ces paramètres. Donc il faut faire attention à ne pas regarder la situation avec l'œil actuel. Ce n'est pas parce qu'une substance n'est pas utilisée, elle est en sous-produit dans une substance dans un minerai qui est déjà exploité. Elle n'est pas utilisée en tant que sous-produit parce qu'économiquement, ce n'est pas rentable. Mais quand elle sera rentable, eh bien là, on changera évidemment d'état d'esprit et on cherchera à la récupérer. Donc il y a cet effet d'adaptation qui est très important et qui va effectivement tempérer des visions parfois un peu pessimistes que l'on peut avoir sur la survie de ces ressources à moyen terme. Un contexte géopolitique qui est complexe. Il est complexe parce que, donc ça c'est une map monde, où on a mis donc, les éléments critiques au sens de l'Union européenne avec le pourcentage donc, que représente le pays dans la fourniture de ces éléments chimiques. Vous voyez, par exemple le beryllium qui est fourni à 90% par les États-Unis. Alors, même si on voit ces éléments chimiques, hein, on voit que c'est très, très inégalement partagé. Vous voyez sur l'Afrique, hein, les deux pays qui ont effectivement ces métaux stratégiques, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. En Europe au sens large, eh bien, c'est la Turquie et c'est la Russie.
Et puis évidemment, il y a toujours l'anomalie chinoise. Donc la Chine, on en reparlera encore aujourd'hui. Vous direz pratiquement tous les cours, je parle de la Chine, mais la Chine est effectivement probablement, notamment dans les ressources minérales, c'est un domaine dans lequel la Chine a littéralement explosé. Et la Chine assoit son poids politique justement en grande partie au travers de ses ressources minérales, qui servent de soutien extrêmement fort à un développement industriel d'une rare dynamique. Et vous voyez la liste des métaux stratégiques qui sont pour certains, entre guillemets, possédés par la Chine en quasi-exclusivité. Donc on est à des 80, 90%, 95%. Donc ce sont effectivement des chiffres dont on n'avait aucune conscience avant ce type d'analyse. Donc c'est pas ennuyeux quand c'est une substance, quand c'est effectivement comme là une quinzaine de substances, et puis on voit effectivement qu'on va avoir avec la Chine un pays qui va être extrêmement solide en termes économiques et en termes évidemment politiques. Alors j'ai souhaité, donc, notamment pour réfléchir au niveau de la République démocratique du Congo, dont on a déjà parlé avec les éléments, avec les métaux de conflit, puisqu'on avait vu que certains de ces métaux rares, de ces métaux stratégiques, en fait, étaient revendus de façon non officielle, servant donc à financer une guerre qui a fait plusieurs millions de morts. Et donc en réfléchissant donc au fait que la République démocratique du Congo d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part sont effectivement des pays qui ont des ressources stratégiques au niveau mondial, donc de classe mondiale. Donc j'ai trouvé intéressant de le mettre en parallèle avec l'espérance de vie moyenne. L'espérance de vie moyenne, vous savez qu'elle est très contrastée dans le monde, puisqu'on varie du simple au double entre les pays qui sont en rouge ici, avec des moyennes de l'ordre de 35 ans d'espérance de vie, et le versant, eh bien, vous êtes vers 78, 60 et 80%. Donc on est effectivement avec une très large disparité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement la République démocratique du Congo ne tire absolument aucun bénéfice de ses ressources, alors que le cobalt notamment, ce sont des substances qui sont économiquement extrêmement intéressantes, et que de façon générale, beaucoup de pays ne vont pas tirer un avantage direct en étant un fournisseur donc, de ces éléments, de ces métaux stratégiques. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un voyage dans 3 univers différents au travers de 3 substances stratégiques. Donc, les phosphates, le lithium et les terres rares. Alors, les phosphates sont considérés maintenant par l'Union européenne, donc depuis l'an dernier, comme étant une substance, comme étant une substance critique pour laquelle il faut se soucier, Alors, qu'est-ce que les phosphates? Eh bien, les phosphates, on le voit sur ce dessin, c'est essentiellement les engrais qui permettent donc de faire pousser les plantes. Le phosphore est indispensable à la vie. Le phosphore n'a aucun remplaçant. Pour faire de l'ADN et de l'ARN, il faut du phosphore, et on ne sait pas le remplacer. Donc de toute façon, il faut du phosphore pour développer la vie. Et si on veut développer l'agriculture, si on veut augmenter les rendements agricoles, il faut du phosphore. Pourquoi augmenter les rendements agricoles? Eh bien, la réponse est très simple. On a un taux d'érosion de sol qui est absolument spectaculaire ces années-ci. Donc on est en train de perdre depuis quelques décennies, et encore plus maintenant, des surfaces de sol extrêmement importantes. Le sol, évidemment, c'est là-dessus que vous faites de l'agriculture. Vous avez un souci de nourrir davantage les populations. Vous avez vu tout à l'heure, la carte de l'espérance de vie n'est pas très fameuse dans certaines régions. Et donc, on va souhaiter effectivement développer davantage l'agriculture. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas de miracle. Il faut pouvoir utiliser des engrais qui vont permettre aux végétaux de pousser, des engrais dans des concentrations qui ne sont pas ridicules. Vous voyez, pour 100 kg de blé, eh bien, il va falloir 1 kg d'oxyde de phosphore. Donc, en termes d'engrais phosphatés, ça va faire quelques kilos, puisque souvent ils sont à 15-20% donc de concentration en PDO5. Donc ce sont des quantités tout à fait significatives de ces engrais phosphatés qui malheureusement évidemment ne sont pas utilisés uniquement par les plantes, qui vont ensuite petit à petit être lessivées. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc on a effectivement, donc, pour faire ces engrais, on va utiliser des phosphates naturels. Et on n'a pas de choix, parce que contrairement, donc ce que j'ai mis ici, il n'y a pas de réservoir atmosphérique, c'est que pour l'azote et pour le carbone, on a le réservoir atmosphérique. C'est-à-dire qu'on a effectivement la possibilité d'utiliser le diazote et le CO2 de l'air pour développer de la végétation. Alors qu'effectivement, le phosphore, il n'existe pas dans l'atmosphère, donc on ne peut le rajouter que sous forme d'engrais.
Le recyclage est pour l'instant limité, donc on verra tout à l'heure que c'est quelque chose qui est un souci qui va progressivement changer, mais c'est vrai qu'on ne peut pas recycler, on ne peut pas se trouver entre l'aquifère et le champ dans lequel vous avez épandu les engrais de façon à récupérer le phosphate qui n'a pas été utilisé par les végétaux. Malheureusement, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Mais effectivement, il y a tout ce qui est aval qui peut être récupéré, donc à partir notamment de tout ce qui est eau usée et d'éjections variées. Et enfin, c'est critique parce qu'on n'a que 3 pays. On retrouve la Chine, là aussi, et puis le Maroc et les États-Unis. Alors, les phosphates, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, mais sans plus. Les phosphates ont en fait vécu une vraie révolution depuis une soixantaine d'années. On est juste ici après la guerre, et vous voyez les changements de pente. Ici, ce sont les engrais, donc dans le trait blanc ici, ce sont juste différentes déjections qui sont utilisées. Et en rouge, ce sont les minerais phosphatés. Ce sont les roches phosphatées qui sont utilisées pour faire des engrais. Et vous voyez que depuis 1950 à peu près, eh bien, la quantité utilisée est absolument phénoménale. Donc on a eu un changement radical d'utilisation des engrais, alors avec différents types d'engrais, je ne vais pas insister dessus. Pourquoi est-ce que j'ai quand même tenu à les marquer? C'est pour attirer l'attention sur le fait que certains engrais sont très faciles à faire, notamment le superphosphate qui est ici, et qui est donc une association avec des sulfates, des phosphates et des sulfates. Il suffit juste d'attaquer la roche phosphatée et on a directement l'engrais. Il n'est pas très riche, mais en revanche, en phosphate, mais en revanche, il est très facile à obtenir. Et on ne le déplacera pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de phosphore dedans. En revanche, on a des concentrations beaucoup plus élevées dans d'autres types d'engrais qui, eux, seront susceptibles d'être transportés parce qu'ils contiennent davantage de phosphore. Donc, il y a eu toute une réorganisation de l'industrie des phosphates. Alors, ces phosphates posent un problème environnemental majeur, et tellement majeur que c'est identifié comme une des 9, ce qu'on appelle les frontières planétaires, dont vous en connaissez quelques-unes, notamment les aérosols, donc la quantité d'aérosols dans l'atmosphère. Vous avez probablement entendu parler aussi de l'acidification des océans. Donc ce sont ces frontières où on dit, attention, dès que vous êtes dans le rouge, il y a un danger pour la planète Terre au sens large, c'est-à-dire qu'on va perturber les équilibres de la planète. Ce n'est pas lié à l'homme cette fois-ci, c'est lié à la planète. Et donc il y a 2 cycles biogéochimiques qui sont concernés, donc notamment il y a le cycle de l'azote et le cycle du phosphore, et on se trouve effectivement ici avec le fait que l'on relâche beaucoup trop de phosphate dans l'environnement. Alors, les phosphates, ils vont faire ce qu'on appelle de l'eutrophisation, c'est qu'ils vont développer les végétaux. Vous voyez ici, la grenouille n'en souffre peut-être pas trop, mais c'est quand même globalement dramatique. C'est qu'on va avoir donc une colonisation des milieux aquatiques. Ça peut être les milieux d'eau douce, ça peut être aussi les blooming algaires. Vous avez peut-être vu ces photos satellites absolument spectaculaires, avec ces développements d'algues qui apparaissent comme ça en quelques semaines en plein milieu de l'océan Atlantique ou au voisinage de certaines côtes et qui sont associés justement à ces concentrations de phosphore. Donc c'est à nouveau ressorti, il est sorti il y a un mois dans Science, justement un papier extrêmement intéressant sur la façon dont on pourrait utiliser ce concept de frontières planétaires pour pouvoir avancer la réflexion d'un monde un peu différent. Alors d'où vient le problème? Le problème vient du fait que le cycle du phosphore, donc entre les sédiments qui deviennent des roches, que l'on exploite pour faire des engrais, donc que l'on va épandre, et ensuite ça va revenir in fine dans l'océan, ce cycle, en fait, pour nous, il est ouvert. Parce que l'échelle humaine, ce n'est pas très long. Et donc, ce qui prend du temps, ce n'est pas trop ça. Ça va prendre quelques années maximum entre l'exploitation de la roche, du minerai phosphaté, la fabrication de l'engrais et l'utilisation dans les champs et le retour à l'océan de tout ce qui n'a pas été utilisé. Ça, c'est rapide. Ce qui est long et qui demande effectivement des durées géologiques au sens réel du terme, c'est effectivement la cristallisation des phosphates sédimentaires. Donc une roche sédimentaire, ça va demander quand même quelques millions d'années pour se faire. Donc lorsqu'on dit que c'est un cycle, ce c'est faux parce que cette partie-là, il va falloir donc des ordres de grandeur de temps en plus par rapport donc, à cette partie-là. Ici, on est au niveau de l'année, ici, on est au niveau du million d'années. Alors, dans ces phosphates, bien, on a, comme toujours, on va avoir, comme très souvent, on va avoir les acteurs qui changent. Donc, lorsqu'on compare en 50 ans,
Alors, certains acteurs sont toujours là. Les États-Unis, qui étaient notamment avec les gisements de fluorite, qui sont des gisements de classe mondiale vraiment extrêmement importants, extrêmement puissants. Les États-Unis sont toujours là, mais ils sont moins importants. Ça a été en gros divisé par 3. La Russie, ben, on ne la voit plus. Et donc, la Chine, qui n'existait pas, eh bien, la Chine fournit donc presque la moitié du phosphate. Donc, on est effectivement avec une évolution extrêmement importante des acteurs du domaine. Vous voyez ici cette évolution progressive avec justement la Chine qui est ici en noir, qui se développe de plus en plus avec des productions qui sont constantes, voire en diminution pour les États-Unis, qui sont tout en bas. Donc, la définition de ces phosphates. Donc on a ce resserrement donc des fournisseurs de phosphate, et c'est pour ça que l'Union européenne l'a considéré comme une ressource qui devenait critique, parce que le fournisseur qui va devenir de plus en plus important est un fournisseur qui est parfois un petit peu compliqué. Donc surtout si on arrive à une situation peut-être pas de monopole, mais de très grande domination. Alors, l'évolution de la concentration de la quantité plutôt utilisée d'engrais phosphatés, elle est extrêmement intéressante à regarder. Lorsque l'on va regarder l'évolution, ici en rouge, l'évolution globale de la concentration, de la quantité, la quantité d'engrais qui est utilisée, on voit que ça augmente de façon inéluctable avec le souhait d'avoir des rendements de plus en plus élevés pour différentes raisons, certaines qui sont intéressantes et d'autres qui sont un peu moins avouables. Dans les pays industrialisés, ce que l'on voit depuis une trentaine d'années, c'est le souhait de maîtriser ces apports de phosphate, tout simplement parce que l'impact, il n'est pas chez le voisin, il est pratiquement à la maison. Donc on voit les impacts sur les rivières, sur l'eutrophisation des rivières, sur l'eutrophisation des lacs et des étangs, et donc il y a effectivement le pouvoir politique s'en est saisi, et on a une régulation des quantités qui peuvent être répandues dans les champs. Il y a aussi une réflexion sur la nature de l'engrais, de façon à ce qu'il se dissolve de façon plus progressive ou qu'on ajoute des ingrédients qui permettraient un relâchement plus progressif des phosphates, de façon à ce que ce soit utilisable par les végétaux. Donc vous voyez ici cette courbe marron qui est avec une tendance en baisse, en fait, depuis quelques années, donc sur les pays industrialisés. Alors, ce qu'il se passe, effectivement, c'est le souhait des pays en développement d'avoir une agriculture qui soit plus importante pour nourrir la population. Et effectivement, c'est donc cette demande, ça ne vient pas des pays industrialisés, ça vient des pays en développement qui, entre guillemets, rattrapent effectivement le retard de l'agriculture en passant à leur tour à une agriculture qui est intensive. Et alors, il y a un diagramme que j'aime beaucoup, qui est sorti l'an dernier, qui montre justement la difficulté, c'est pour ça que j'insiste lourdement et c'est pour ça que j'ai voulu faire un chapitre spécial là-dessus, la difficulté d'évaluer les ressources et les réserves, la difficulté d'évaluer les consommations futures, l'utilisation et de se projeter ainsi dans le futur. Il y a quand même beaucoup de difficultés. Et ce que vous voyez ici, c'est tout simplement les ressources, les réserves, c'est-à-dire donc les quantités qui existent, qui sont prouvées de phosphate dans différents pays. Alors on a la liste de ces pays qui est ici. C'est l'ordre qui est respecté, qui est ici. La couleur ne sort pas toujours très bien. Alors, ce qui est en bas, c'est le Maroc. Et ce que l'on voit, c'est qu'en 2011, 2012, 2013, on a eu une augmentation considérable des réserves, comme si miraculeusement le phosphore apparaissait sur Terre. Et c'est vraiment multiplié donc pratiquement par 4. Et ça ne vient pas tellement de ce groupe de pays, parce qu'on est à peu près commensurable avec ce qu'il y avait avant, c'est uniquement lié au fait qu'on a réévalué les réserves qui existaient au Maroc. Et ça a été très critiqué. Donc, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le sujet depuis. C'est extrêmement polémique sur les méthodes qui sont utilisées par différents pays pour évaluer leurs réserves. Donc là, ce n'est pas le Maroc qui a fait l'évaluation, ce sont des pays tiers, mais on se pose des questions sur la réalité. Est-ce que ce phosphate qui est identifié ici, est-ce qu'il existe réellement? Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, en disant attention, on n'a pas un thermomètre pour mesurer de façon quantitative la quantité de ces matières premières, même lorsque ce n'est pas trop compliqué a priori comme le phosphate. Alors, la question qui se pose, et c'est pour ça que ça a été classé comme
comme substance critique, c'est est-ce que l'on a passé un pic de production, c'est-à-dire est-ce que l'on a passé le maximum de production et que l'on est en décroissance, c'est-à-dire que l'on va vers l'appauvrissement de la ressource. Et là aussi, j'ai voulu mettre un petit peu les discussions. Ces discussions sont des discussions, là aussi, qui sont actuelles, avec donc une courbe de production qui est ici donc, au niveau mondial, qui est ici en bleu. Les données ici s'arrêtent, donc on est en 2005, et vous voyez qu'on peut avoir différentes visions. Donc là, on a des courbes, là aussi, les courbes ne sont pas totalement identiques. Donc attention ici, les unités sont différentes parce qu'on a voulu représenter uniquement la concentration en phosphore élémentaire. Mais l'évolution, vous voyez qu'évidemment, c'est comme les mêmes phosphates, donc l'évolution est assez similaire. Donc ça augmente sans arrêt à 2005. Vous voyez qu'il y a un modèle, une modélisation qui vous prédit un pic de production fortement décalé, on se trouve vers 2030, alors que l'autre prédiction est beaucoup plus pessimiste en disant, bah, écoutez, là c'est fini, on a passé le maximum, et donc c'était en 1989. Et ce que l'on voit maintenant, donc ça ce sont des publications qui datent, vous voyez, elles ne sont pas très anciennes, ça date de quelques années, et ce que l'on voit maintenant, effectivement, c'est que le pic de 1989, il serait là. Les données qui sont ici, qui sont utilisées pour faire cette modélisation, pardon, c'est le tiers T qui est jaune qui est ici, il se trouve ici. Et puis depuis, ben, on a évidemment d'autres valeurs, puisque c'était en 2005, ça fait il y a 10 ans qui ont passé. Donc on voit effectivement que la production a continué plutôt à augmenter, et a fortement augmenté. Donc effectivement, on n'est pas trop dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas facile, la prédiction n'est vraiment pas facile, hein. Ces modèles sont donc à prendre avec prudence. Donc derrière ces modèles, ce n'est pas uniquement un jeu mathématique, ce sont effectivement des mouvements, enfin des associations plutôt, donc, qui sont avec ces modèles-là, qui vont effectivement montrer la décroissance, effectivement, la décroissance des ressources et la surconsommation des ressources sur Terre. Donc c'est un débat, c'est un réel débat entre est-ce que l'on en exploite trop, est-ce que l'on en garde suffisamment pour l'avenir, ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun problème. Une situation qui est en train de bouger actuellement, donc là vous avez compris que sur les phosphates, la situation elle avait bougé il y a en gros 60 ans, lorsqu'on est passé de l'agriculture traditionnelle, qui utilisait comme intrant de phosphore, par exemple les fumiers que l'on remettait dans les champs, donc on est passé donc, à une agriculture intensive en utilisant donc, les engrais phosphatés. Pour le lithium, on voit la révolution, on la voit maintenant. Alors le lithium, deux ressources très différentes. La ressource classique, alors bon, c'est pas celle-là, c'est pas ce minéral-là, bah, ça c'est un minéral de collection, donc c'est pas lui qu'on va broyer pour en sortir le lithium, mais ce sont des silicates et différents types de minéraux qui contiennent du lithium, qui sont des minéraux qui sont rares. On en trouvait un petit peu en France dans le Limousin. Autrefois, ça avait été un petit peu exploité, c'est ce qui donnait la couleur rouge dans les feux d'artifice. Bon, enfin, c'est évidemment une application très, très marginale. Et les gisements qui sont en train d'être regardés pour l'avenir, eh bien, ce sont des gisements que l'on trouve dans les hauts plateaux andins et sur lesquels je dirais un mot. Donc, des gisements que l'on connaissait effectivement, évidemment, mais que l'on n'exploitait pas du tout. Alors, les changements du paysage, ils viennent du fait qu'on utilise en fait le lithium pour construire des batteries. Et on voit qu'en quelques années, donc ça c'est les batteries sont ici, ces batteries font maintenant, donc on passe de 25 à 40%. Les batteries au lithium, vous les utilisez probablement si vous avez un téléphone portable par exemple, si vous avez des appareils photo, si vous avez une voiture électrique, enfin bon, on les voit pratiquement partout. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les différents types de batteries, hein, donc là par exemple ici ce sont les batteries au plomb que l'on a dans les voitures, et que l'on regarde donc la densité en énergie donc, par unité de poids toujours, hein, il faut toujours le relativiser au poids par rapport à la densité que l'on peut effectivement mettre. On voit qu'on peut avoir des densités importantes comme pour les capacités, mais avec des densités d'énergie, on a une puissance importante plutôt, mais sans densité d'énergie. Et on voit ici qu'effectivement, l'une des batteries qui est le plus idéale, encore mieux que les piles à combustible, ce sont ces batteries au lithium qui sont à la fois légères, tout en fournissant des quantités de courant qui sont extrêmement importantes. Donc ça a été vraiment la révolution, c'est une des spécialités du Collège de France. Jean-Marc Tarascon est effectivement, dans son équipe, travaille vraiment essentiellement sur les nouvelles batteries au lithium, et donc c'est avec beaucoup de succès justement.
Et ce développement donc, des batteries au lithium, ça va être donc, le véhicule électrique, ça va être un passage progressif vers une société qui n'est peut-être pas décarbonée, mais qui sera beaucoup moins carbonée qu'elle ne l'est actuellement. Et le lithium est un élément chimique qui est intéressant parce qu'il a connu différentes révolutions. Il a connu une première révolution, vous voyez que c'était quelque chose qui était marginal. On a coutume de dire que le lithium était inconnu de pratiquement tout le monde avant la Seconde Guerre mondiale. Ce lithium, ici, il a permis notamment de fabriquer des verres spéciaux, des vitrocéramiques, donc sans faire de publicité, par exemple, les verres Pyrex contiennent du lithium, des vitrocéramiques, si vous avez probablement tous vu ces plaques chauffantes que l'on a maintenant dans beaucoup de cuisines, qui sont des plaques qui semblent être en verre, mais qui sont en fait des vitrocéramiques, hein, qui sont très sombres et qui sont justement des aluminiosilicate de lithium. Donc le lithium était vraiment un partenaire de la vie de tous les jours pour différentes applications. Donc ici, c'était l'aspect plutôt matériaux, et puis pour l'aspect des graisses, des lubrifiants tout à fait spéciaux qui résistent à haute température et qui ont permis justement le développement de la puissance des moteurs d'avion. Et on a une montée progressive parce qu'il y a justement ce besoin des batteries au lithium. Et ces batteries au lithium, au départ, c'était de petites quantités, puisque c'était essentiellement pour des objets de poche, je dirais. C'est pour ça que j'ai mentionné téléphone portable ou appareil photo. Maintenant, il s'agit d'équiper des parcs automobiles. On est dans d'autres quantités de courant à stocker et on est dans un autre volume, évidemment, de batteries. Donc, on a une augmentation progressive, justement, de ces quantités de lithium fournies. Alors, le diagramme du dessous, en fait, ce qui est en jaune, c'est le prix, et ce qui est en bleu, donc, c'est la production. Je l'ai juste mis surtout à cause de la courbe jaune. C'est qu'effectivement, quand les Chiliens sont arrivés sur le marché du lithium, donc les Chiliens exploitent donc des salars, exploitent ces lacs d'altitude, ils sont rentrés en inondant le marché avec de la matière, et donc ça a effondré totalement le prix, d'ailleurs en limitant la production. L'industrie a immédiatement limité la fourniture de lithium pour éviter l'effondrement du marché. C'est pour ça qu'on ne le voit pas représenté donc, sur les quantités. Mais on voit bien que le prix a été divisé donc, par 3, et ce prix est ensuite récupéré comme toujours. Lorsqu'on fait un forçage artificiel, et bien ensuite il y a une réelle politique, on revient au prix qui était un peu plus raisonnable, et on est effectivement dans ces niveaux actuels. Le commentaire en haut, c'est, encore une fois, c'est vis-à-vis de la Chine. C'est de dire qu'effectivement, ce qui va changer le paysage lithium, c'est la Chine. Donc, la Chine, effectivement, a l'avantage d'être un pays régulé. Donc, la Chine a décidé d'augmenter le parc électrique. Donc, vous voyez, on vise 5 millions de véhicules. Donc, une augmentation d'un facteur 200 en quelques années, c'est quand même absolument considérable. La façon dont ils y arrivent, eh bien voilà, vous allez donner 9 000 € par exemple par Chinois qui achètera un véhicule électrique. Donc c'est vraiment une politique extrêmement volontariste qui est menée. Et la Chine, effectivement, a déjà beaucoup de ressources en lithium, mais enfin, ce n'est pas suffisant par rapport à cet objectif. Et donc la Chine a non seulement signé des accords, mais construit ce mois-ci en Bolivie, termine de construire en Bolivie, une usine géante de batteries au lithium, justement, en coopération avec les Boliviens. Donc on voit effectivement vraiment cette démarche proactive, où vous avez des augmentations absolument considérables. Vous voyez, un marché qui est multiplié par 5 en quelques années. Bon, il y a très peu de secteurs économiques qui sont aussi dynamiques que celui-là actuellement. Alors, lorsqu'on se projette, ça ne peut se faire que sur un pays, lorsqu'on se projette effectivement sur le marché américain, donc ça c'est sur le futur, hein, c'est sur cette partie droite de la courbe que je veux commenter, ce que l'on voit, c'est que ça y est, on a déjà pris le fait qu'il était nécessaire de recycler. Alors, le recyclage dans les batteries au lithium ne posera pas trop, a priori, de problèmes si on est bien organisé, parce que la batterie elle est bien identifiée.
Je ne ferai pas le même commentaire avec un certain nombre de métaux critiques, par exemple que l'on va trouver dans des quantités qui sont extrêmement faibles, dans des téléphones portables, pour ne citer que, puisqu'on a besoin de beaucoup de métaux critiques pour faire un téléphone portable. Il va être très difficile de les récupérer parce que ce seront quelques milligrammes qu'il faudra récupérer de façon un peu erratique et ce sera évidemment assez difficile. Pour les batteries au lithium, c'est différent. Il suffit de reprendre la batterie quand elle n'est plus utilisable et de la recycler, de la remettre ainsi, de récupérer la ressource lithium. Et ce que vous voyez, c'est que finalement le lithium, donc de ressources naturelles dont on aura besoin, il serait prédit. Donc si on suit ces prédictions, il serait prédit que cette demande baisse progressivement au cours de ce siècle. Alors, où se trouvent les producteurs de lithium? Eh bien, ils se trouvent justement, on va les trouver en Amérique latine. Donc, c'est le fameux ABC, hein, Argentine, Bolivie, Chili, donc, qui vont effectivement produire, vous voyez, en termes de réserve, pardon, ce n'est pas la production, c'est la réserve, donc, ont plus de 40% des réserves de lithium. Donc, c'est vraiment un pouvoir qui va progressivement monter, hein, en puissance. La Bolivie n'a pas vraiment commencé l'exploitation de son lithium. Ça va vraiment venir maintenant. Et donc, ça va donner une entrée considérable de moyens dans ces pays. On a l'Amérique du Nord au sens large, donc Canada et États-Unis. Et puis, on a le consortium océanique, donc Australie, Océanie-Asie plutôt, donc Australie et puis Chine, où effectivement vous avez là aussi un quart. Donc un quart et un demi. Les jeux sont pratiquement faits, il y a un petit peu de ressources dans le sud. Comme souvent, il n'y a pas grand-chose en Europe, il y en a un petit peu, notamment en Espagne. Alors ce lithium, alors pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Alors, on ne va pas avoir trop le temps de le commenter. Bon, c'était juste une petite réflexion, c'est qu'on comprend, en raison de la taille spécifique du lithium, on comprend pourquoi on ne le trouve pas de façon très courante, pourquoi il va se concentrer donc, dans des roches qui sont très spécifiques, notamment ces pegmatites, qui sont ces roches que l'on va trouver parfois autour des granites, qui donnent des cristaux souvent extrêmement spectaculaires. C'est souvent la façon dont on les voit dans le grand public. Hein. C'est très très beaux cristaux que l'on va trouver donc, autour des granites. Là, justement, très souvent, vous aurez la présence de minéraux de lithium. Et en surface, lorsque ces roches sont altérées, le lithium va se dissoudre, il va se solubiliser très facilement. Il est tellement petit qu'il va garder les molécules d'eau qui sont autour de lui. Hein. L'eau ayant un monde dipolaire, vient effectivement se complexer, faire un hexaco-complexe autour du lithium. Hexaco parce qu'on a 6 molécules d'eau, hein, c'est pas très compliqué, il est toujours monovalent, c'est un alcalin. Il est petit, il est chargé monovalent et donc il va garder ses molécules d'eau. Du coup, ce lithium, il ne va s'absorber sur aucun minéral, il va tout le temps rester soluble. La seule façon de le concentrer, ce sera d'être dans ce qu'on appelle un bassin endoréique, c'est-à-dire un bassin qui n'a pas de sortie. Donc l'eau va pouvoir ruisseler et y arriver, mais l'eau ne peut pas en partir. Elle ne peut en partir que par évaporation. Et donc là, effectivement, le lithium qui était dedans se trouve piégé et donc il va former des chlorures de lithium. Donc on va les voir effectivement donc dans ces salars. Il y a la projection notamment sur les grands salars de Bolivie, de l'exploitation, donc des saumures qui se trouvent donc en dessous du sel qui est actuellement exploité. La question environnementale, elle est de taille, elle est de savoir jusqu'à combien on va pouvoir prélever de ces saumures, parce qu'évidemment, si vous prélevez toutes les saumures, le salar va s'effondrer et vous allez totalement donc rompre l'équilibre dans lequel on se trouve. Et puis au-dessus, ce sont des nouvelles mines qui sont en exploration, notamment au Québec, donc, pour rechercher de nouvelles ressources en lithium. Le dernier élément critique, donc, ce sont les terres rares. Les terres rares, ah ben tiens, justement, on retrouve la Chine. On retrouve la Chine, voici donc la production 2013, en rouge, donc c'est un hasard, hein, totalement un hasard. En rouge, c'est effectivement la production chinoise, comme vous voyez, c'est quand même assez significatif. Alors après, il en reste quand même un petit peu, mais vous voyez que ce n'est pas énorme. Et donc les paroles de l'ancien Premier ministre chinois, Wen Jiabao, qui effectivement dit qu'il veut simplement protéger les intérêts de la Chine. Et donc ils ont soldé, donc ils les ont vraiment vendus pas cher, mais maintenant c'est fini. L'époque a changé. Donc on est là dans la guerre économique, effectivement, et donc avec des partenaires qui connaissent la valeur, enfin qui veulent établir une valeur importante aux matières premières qui sont chez eux. Donc ces terres rares,
ce sont ces éléments chimiques qui se trouvent ici. Hein. Donc, ce sont des éléments chimiques qui vont avoir des propriétés chimiques très particulières parce qu'on va remplir des sous-couches internes, les sous-couches 4F, dans ces terres rares. Ça va leur donner des propriétés magnétiques, des propriétés spectroscopiques, notamment de luminescence, qui sont tout à fait particulières. Aucun autre élément ne les a. Et on va mettre à leur voisinage des éléments qui ont un comportement géochimique voisin. Ils ont des propriétés physico-chimiques très différentes au niveau notamment des applications, qui sont le scandium et l'yttrium, et qui sont donc des éléments chimiques qui étaient, notamment le scandium, qui était très peu étudié, très peu recherché, et qui vont effectivement, et qui progressivement commencent à susciter de l'intérêt. L'utilisation de ces terres rares, donc vous voyez ici un camembert avec les différentes utilisations actuelles, hein, donc avec notamment les applications dans des aimants. Dans des aimants, quel est l'intérêt? Eh bien, on va développer des éléments néodyme fer-bore qui vont avoir, donc vous voyez ici les dimensions comparées par rapport à des aimants classiques nickel-cobalt. Eh bien, on a effectivement une densité de magnétisme qui est exceptionnelle et on a effectivement des aimants qui sont de très petite taille. Ça va notamment être vital pour les éoliennes parce qu'évidemment, lorsque vous êtes sur le rotor de l'éolienne, vous ne pouvez pas charger ce rotor, sinon évidemment vous allez perdre en rendement et évidemment donc l'éolienne sera beaucoup moins intéressante. Donc ces aimants de très haute performance, on est obligé d'y mettre des terres rares. Non plus, il n'y a pas d'élément de substitution, c'est lié à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette sous-couche que vous garnissez progressivement. Donc c'est vraiment l'élément critique. Hein. Les terres rares sont vraiment des éléments critiques par définition pour ces applications, de même que pour une autre application qui se trouve ici, qui sont ces éléments fluorescents que l'on va utiliser par exemple pour de l'éclairage, de l'éclairage de différentes façons, donc, notamment d'éclairage faible énergie. Lorsqu'on dit terres rares, attention, on est en train de tout mélanger. Donc on mélange des éléments chimiques qui ne sont vraiment pas chers, vous voyez, on est ici, par exemple, avec le cérium. Le cérium va être surtout utilisé, par exemple, pour faire des polissages. Et puis, à côté de ça, on a des éléments comme l'europium, qui sont des éléments extrêmement intéressants, notamment pour faire des lasers et des dispositifs optiques avancés. Et vous voyez, vous avez 2 ordres de grandeur de différence. Donc, c'est une famille, mais c'est comme dans toutes les familles. Il y en a qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Et donc là, c'est réellement beaucoup plus de moyens. Donc derrière les terres rares, il faut faire attention que quand on vous donne un chiffre, production des terres rares ou utilisation des terres rares, ça va recouvrir l'ensemble des terres rares. Donc c'est modérément intéressant en fait. Ces terres rares ont connu donc une évolution extrêmement intéressante donc au niveau géopolitique, avec un des intérêts progressifs. Donc il y avait une production américaine, une production d'un certain nombre de pays, et puis la Chine qui jusqu'en dans les années 80 ne s'occupait pas trop de terres rares. Et puis pour des raisons variées, notamment pour des raisons de traitement de minerais, et de problèmes de gestion des déchets de ces déchets de minerais, parce que les terres rares sont souvent accompagnées d'éléments radioactifs, comme le thorium et également l'uranium. Donc il faut effectivement prévoir des stockages spécifiques et durables de ces éléments radioactifs. Ça va évidemment fortement freiner le développement minier. Donc pour ces raisons, effectivement, la mine, notamment de Mountain Pass en Californie, a fermé. Donc, et au moment où la Chine, au travers du développement de ses ressources propres, au travers également de l'achat de mines à l'extérieur, s'est développée dans une situation, vous voyez, de quasi-monopole. Donc, jusqu'à un incident donc, diplomatique avec pas que diplomatique, d'ailleurs avec le Japon, qui a amené donc, la Chine à interrompre ses livraisons de terres rares, donc, notamment vers le Japon, et donc le Japon n'a pas pu tenir très longtemps. Et donc, effectivement, la crise s'est résolue par la suite. Alors, la conséquence de ça, indépendamment de l'anecdote qui n'est pas tellement relevante de ce cours, indépendamment de ça, vous voyez que ça y est, la production reprend parce que ça a servi de leçon. On se rend compte que c'est ce que c'est qu'un métal critique. Lorsqu'il n'est plus là, on a une chaîne industrielle qui est totalement rompue. Et alors l'autre morale, c'est que lorsque vous regardez l'évolution des prix, donc ici ils sont normalisés à la valeur de 2008. Donc c'est pour ça que l'or qui se trouve ici se retrouve avec le même prix que le néodyme ou le dysprosium, qui sont 2 terres rares lourdes, qui sont enfin surtout le dysprosium, qui sont très intéressantes en termes d'application. J'ai mis ici donc l'événement, donc le conflit qu'il y a eu entre le Japon et la Chine, et suite donc à l'embargo chinois, on a eu effectivement une envolée des prix. Et on pensait que c'était effectivement le début d'une envolée des prix, et puis les prix sont ensuite retombés à l'équilibre. On est ici donc
on se trouve ici. Et donc les prix reviennent tranquillement donc, au prix qu'ils avaient avant. Donc effectivement, il fallait se méfier, il ne fallait surtout pas faire de stock parce que là, effectivement, se serait ruiné avec des cours qui sont redevenus normaux. Et alors ces cours sont redevenus normaux parce que d'une part la Chine revend à nouveau parce que c'est quand même une source de devises considérable pour le pays, et d'autre part parce que on a du coup encouragé donc, la prospection minière, la reprise d'exploitation de mines, et on continue encore à se poser des questions. Donc les terres rares ne sont pas encore économiquement très intéressantes puisque finalement on revient au niveau de départ, donc les mêmes causes vont faire les mêmes effets. Si ce n'est pas très rentable économiquement, donc on ne le développera pas. Mais on est au moins sensible, on connaît où se trouvent ces gisements, et il y a beaucoup de junior entreprises dans un certain nombre de pays qui sont justement en train de développer ces prospects. Après la crise, ce que l'on s'attend effectivement, c'est de voir donc, une production liée donc, aux autres pays, aux pays non chinois justement, qui va progressivement augmenter. Donc c'est une augmentation qui évidemment, une mine, c'est pas comme un moteur de voiture, hein, ça ne se démarre pas instantanément, mais on voit que la tendance est effectivement très importante. Et ça, ce diagramme-là, c'est pour illustrer aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur l'hétérogénéité des terres rares, parce que là, tout ça, c'est production des terres rares tout compris, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose. On a des terres rares qui existent et qui sont exploitées dans des quantités très importantes, alors que des terres rares qui sont d'intérêt stratégique, par exemple justement les dysprosiums, par exemple donc l'europium dont j'ai parlé tout à l'heure, se trouvent en très petite quantité. Donc on a des échanges, là, le temps passant, je n'aurai pas le temps trop de discuter ces échanges, mais on a effectivement des échanges internationaux extrêmement puissants entre la Chine et le reste du monde. Et ce que l'on voit ici, la seule chose que je vais dire sur ces échanges, c'est effectivement la puissance chinoise qui va consister à utiliser ces minerais pour faire donc des dispositifs avancés et de réutiliser même les déchets de fabrication pour refaire encore de nouveaux dispositifs. Donc l'ensemble du circuit devient effectivement un circuit vertueux, donc y compris en Chine, l'épaisseur montrant effectivement l'importance de ces transformations. Alors les terres rares, bon, on va peut-être... oui. Les terres rares ont des concentrations relatives, donc j'ai quand même voulu mettre un tout petit peu de géochimie parce que pour comprendre pourquoi certaines terres rares sont en si faible quantité, on est en fait en train de toucher du doigt la nucléosynthèse, c'est-à-dire la façon dont les éléments chimiques se sont faits. Donc lorsque vous faites un élément chimique, eh bien, la façon la plus simple en nucléosynthèse, ça va être de rajouter un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium, donc vous sautez deux. Donc effectivement, ce sont les terres rares, donc les terres rares impaires qui sont ici et les terres rares paires qui sont là. Donc on va effectivement avoir cette courbe en zigzag, donc qui est tout à fait caractéristique donc, des lanthanides. Et c'est pour ça qu'on va normer donc, ces terres rares par rapport, par exemple, à une référence. Et ce diagramme est extrêmement complexe, donc je vais en dire très peu de choses. Ce que je voudrais montrer, c'est d'abord, attention, c'est une échelle exponentielle. On a les terres rares légères qui sont ici, donc le lanthancérium, les terres rares lourdes qui se trouvent ici, hein, avec le lithium, le lutécium. Et généralement, on a toujours une tendance à la décroissance. C'est lié au fait que plus le Z augmente et plus la concentration moyenne de l'élément chimique diminue. Et donc, on va avoir des roches qui seront toujours beaucoup plus concentrées en terres rares légères qu'en terres rares lourdes. Alors, ces terres rares, elles vont se mettre dans des environnements très spécifiques. C'est lié directement à leur taille. Donc là, c'était un message juste rassuré, c'est qu'il y a beaucoup de minéraux de terres rares. Ces minéraux de terres rares sont souvent extrêmement rares, comme justement les terres rares forment très peu de concentration. Donc on va les retrouver en quantité vraiment très faible. Vous voyez, en gros 300 minéraux. Mais il y en a 3 qui contiennent l'essentiel des terres rares, c'est à 95%. Donc c'est effectivement beaucoup plus rassurant. Ces minéraux, les voilà justement ici, dont un justement qui fluoresce, lié donc à la coloration bleue de l'europium divalent. Ces terres rares se retrouvent donc dans différents types de gisements. Donc là, on ne va pas du tout en parler. Ces gisements se trouvent dans des contextes qui sont très variés. Donc ça peut être effectivement des débuts de fusion commençant de la croûte, donc on se trouve dans des contextes hyperalcalins, et donc là c'est en péninsule de Kola, on est en Russie. On va pouvoir les trouver donc avec des magmas très spécifiques qui sont les carbonatites. Les carbonatites vont justement avoir l'intérêt de
posséder des groupements carbonates qui complexent les terres rares et qui vont nous les concentrer. Donc ça, c'est une mine qui se trouve en Californie, dont on pense qu'elle va reprendre son exploitation. Et puis le gisement de classe mondiale chinois, donc de Bayanobo, qui est un gisement donc hydrothermal, c'est-à-dire qui a été fait en partie, c'est un peu plus complexe que ça, mais si on peut le dire très simplement, donc en partie grâce à l'action de fluides de haute température. Et enfin, donc, à très basse température, sur ces roches de type carbonatite, ces roches qui déjà concentrent les terres rares, eh bien, on va avoir des gisements spécifiques, comme par exemple ici en Australie. Donc les sols, et surtout les bases de sol, les processus d'altération, disons, un peu plus importants, vont nous amener la formation de minéraux de terres rares tout à fait spécifiques qui justement justifient pleinement l'exploitation. Et alors là, effectivement, est-ce que c'est une ressource qui est durable, est-ce qu'elle ne l'est pas? Ça dépend. Donc voici l'évaluation des ressources. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, ce sont des ressources ici, donc ce ne sont pas des réserves, donc elles ne sont pas validées avec la même sûreté. Le point important ici à retenir, c'est que la Chine produit peut-être actuellement 95% des terres rares, mais vous voyez qu'au niveau des ressources, c'est faux. Donc elle ne pourra pas tenir le rythme. Le gâteau est davantage partagé au niveau mondial en termes de ressources, donc on est un peu plus confiant sur l'avenir par rapport à la situation de monopole dans laquelle on se trouve. On est sur des quantités, donc on est au niveau de la centaine de millions de tonnes, et les projections sur le futur, ils dépendent énormément de ce qui sera souhaité, parce que là c'est une décision politique pour lancer effectivement la fabrication, donc, notamment des moteurs électriques pour des véhicules électriques. Donc la courbe verte, c'est les fameux 450 ppm de CO2 de l'atmosphère. Donc si on se tient effectivement à ça, on va se trouver avec des nécessités d'avoir des taux de croissance de l'ordre de 15% par an. Est-ce qu'on pourra y arriver? Ça, on ne sait pas, mais les matières premières, a priori, avec le démarrage des gisements boliviens, on devrait pouvoir y arriver. Et après, vous voyez le choix, ça peut être soit une électrification plus modérée, soit pas d'électrification, pratiquement pas d'électrification, et on continue donc sur la tendance actuelle de croissance des terres rares. Donc c'est extrêmement délicat à discuter. Vous voyez qu'on est en train de mélanger un petit peu tout, les aspects économiques, les aspects politiques. Vous avez vu tout à l'heure, même le gouvernement chinois prend des mesures qui sont vraiment très draconiennes pour développer donc, ce type d'approche. Donc effectivement, c'est le moment où le scientifique justement s'arrête pour laisser la place donc, à d'autres réflexions plutôt socio-économiques et politiques. Voilà, donc j'arrive à la fin donc, de cette série de conférences. Et ce que j'ai souhaité effectivement, c'est de vous montrer qu'on a beau être spécialisé dans un domaine très spécialisé, qui peut sembler vraiment très restreint, on se trouve quand même à observer, on observe les sociétés. Vous avez vu qu'on a pu passer de l'agriculture aux nouvelles technologies, on se projette sur le futur. Dans d'autres cours, on avait la semaine dernière, par exemple, on réfléchissait sur le passé, sur l'histoire minière de la France. Et donc, très souvent, c'est ça en recherche, c'est que la spécialisation n'est pas du tout un handicap, c'est pas pour ça qu'on est myope, on observe très très bien, parce que justement, on a des outils qui nous permettent de décoder la façon dont évoluent nos sociétés. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus vu justement l'importance politique. La partie, étant quand même science de la Terre, c'est aussi l'observation pour nous du fonctionnement de la Terre. Et donc on est tout à fait confiant sur le futur, sur le fait qu'on a trouvé récemment des gisements, depuis quelques décennies, on a trouvé des gisements de classe mondiale. Donc tout n'est pas fait, tout n'est pas fini, on continuera à en trouver. Et donc, il y a un message effectivement d'optimisme, de relativement optimisme sur le futur, avec cette phrase de Jane Goals, qui était le conseiller de Barack Obama pour les matières premières stratégiques, au sens large, qui disait justement qu'il faut faire attention, donc on ne doit jamais réagir trop vite devant un événement lorsqu'il s'agit de matières premières, parce qu'il y a toujours une inertie, il y a toujours une logique parfois qui se rétablit, et donc il ne faut surtout pas réagir rapidement, et c'est pour ça qu'effectivement dans une société de communication rapide, on est souvent un peu gêné parce que les réactions peuvent être effectivement beaucoup trop rapides. Vous avez vu sur l'exemple tout à fait superbe des terres rares, de l'incident sur les terres rares entre la Chine et le Japon.
Voilà, et alors en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y aura quand même pas une exploitation exponentielle de l'ensemble des ressources? Ça ne vient pas des ressources, très probablement, parce que du lithium, du cérium, il y en a à des concentrations géochimiques certes, mais il y en a dans toute la côte continentale. On peut les trouver partout, à des concentrations qui sont ridicules, que l'on ne pourra effectivement jamais exploiter. Pourquoi? Parce qu'il faudrait de l'énergie. Et l'énergie, ça c'est un peu différent, l'énergie elle est limitée, elle est en quantité. Et l'eau, effectivement, est aussi un paramètre qui est limité. Donc on se trouve effectivement contraint, on a l'environnement, on a effectivement le respect environnemental, et donc on sent très bien que ce ne sont pas les ressources minérales elles-mêmes qui vont être limitées, mais c'est la façon dont on pourra les extraire qui va effectivement limiter donc une augmentation trop rapide de la quantité qui est exploitée sur Terre. Voilà, alors, me trouvant quand même ici, j'avais un clin d'œil un peu historique. Il y a un peu plus de 2 siècles, il y avait le premier cours de minéralogie à la Sorbonne. Alors, la photocopie n'est peut-être pas terrible, mais enfin, il y a Biot pour les gens qui connaissent effectivement les mathématiques, Poisson, donc Gay-Lussac, qui est quand même un chimiste qui est extrêmement connu, Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernois, enfin bon, pratiquement Brongniart, pratiquement tous ces noms sont connus. Et donc pour nous, minéralogie, c'était à UI. Il y avait déjà un cours de minéralogie. Donc il y avait pourtant très peu de professeurs, vous voyez, sur la Sorbonne, dans l'université impériale. Et donc à UI a commencé son cours. Et les cours se passaient donc juste à côté d'ici, en fait, dans ce qui s'appelle le collège du Plessis. Alors j'ai voulu remontrer justement le plan Turgot pour dire où est-ce qu'on est. Eh bien, on se trouve ici, le collège de France, ça s'appelait le collège royal à l'époque. Le collège de France a le privilège, étant universitaire, on l'apprécie énormément, il a le privilège de n'avoir jamais bougé. Donc il se trouve à l'endroit, dont vous l'avez probablement vu, les caves par exemple, enfin il se trouve à l'endroit qui est toujours le même, quoi, du collège royal. Le collège du Plessis a été ensuite fusionné avec le collège des Jésuites pour donner le lycée Louis le Grand, que vous connaissez donc je pense de nom. Ça c'est la rue Saint-Jacques. Donc ça, c'est la place Marcelin-Berthelot, mais évidemment, à l'époque, Marcelin-Berthelot n'était pas connu. Et ça, c'est l'impasse Chartière qui existe toujours et qui va s'enfoncer donc derrière le Collège de France. Et je dirais qu'actuellement, le Collège de France fait ça en mangeant un petit peu du Collège du Plessis. Voilà, avec plein de rues du Vieux-Paris, les rues des Lombards, rue de Beauvais, enfin, dont les noms sont partiellement conservés. Voilà, et donc c'était juste à côté d'ici que se trouvaient donc, ces premiers cours de minéralogie. Voilà, donc juste pour rappeler, dans 10 jours, on aura, dans un peu moins de 15 jours plutôt, on aura une exposition exceptionnelle donc, de minéraux venant des 3 collections de minéraux parisiennes. Ça s'est fait dans le Grand Amphi Marguerite de Navarre. Et donc, le cours va être suivi d'un séminaire qui sera donné par Nick Arndt. Nick Arndt est professeur à l'Université de Grenoble. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est australien d'origine, il a fait ses études aussi en Australie, au Canada, et donc c'est un des spécialistes mondiaux des gisements et de la vision que l'on a sur la Terre ancienne notamment, et donc vous allez avoir justement cette vision qui va compléter le cours. Et je vous remercie donc pour votre attention et votre soutien pendant ces cours.